W zawodach Pucharu Świata w Garmisch-Partenkirchen przy szybkości około 120. I tore a bit of my shoulder rotator cuff. Les sports d'hiver possèdent une aura unique. Ils incarnent à la fois la beauté majestueuse des montagnes enneigées et la brutalité implacable de la vitesse. Sur les pistes de ski alpin, dans les half-pipes de freestyle ou encore sur les tracés sinueux du ski cross, des hommes et des femmes se confrontent chaque jour à des forces qui dépassent l'imagination. Pour eux, chaque course, chaque saut, chaque virage est une bataille entre le contrôle et le chaos. Ce qui rend ces disciplines si captivantes, c'est ce mélange de grâce et de danger. Lorsqu'un skieur s'élance à plus de 100 km/h sur une piste glacée, le spectateur retient son souffle. Lorsque les freestylers s'envolent dans les airs, défiant la gravité par des rotations spectaculaires, l'émerveillement se mêle à la peur. Derrière les acclamations du public se cache toujours cette question silencieuse « Et si, cette fois, quelque chose tournait mal ?» Car le sport d'hiver ne laisse aucune place à l'erreur. La frontière entre le triomphe et la tragédie est d'une minceur effrayante. Un déséquilibre infime, une rafale de vent mal placée, une irrégularité de la neige, tout peut suffire pour que la magie se transforme en cauchemar. Et dans certains cas, ces cauchemars deviennent des drames retransmis en direct, gravés pour toujours dans la mémoire collective. L'histoire du sport d'hiver est jalonnée de tels instants sombres. Derrière les médailles olympiques et les records se cache une réalité plus dure, des athlètes ont payé de leur vie la passion qui les animait. Ces disparitions, survenues sous les yeux de leurs proches, de leurs coéquipiers et de millions de téléspectateurs, rappellent que la beauté glacée des sommets s'accompagne d'un prix terrible. Mais ce sont précisément ces histoires qui marquent les esprits. Elles rappellent la fragilité de la condition humaine face à la nature et à la vitesse. Elles nous montrent que, même parmi les plus talentueux et les plus préparés, nul n'est à l'abri. Ces tragédies ont provoqué des réformes, inspiré des améliorations de sécurité et changé à jamais la manière dont nous percevons le sport d'hiver. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur 4 destins brisés. 4 athlètes exceptionnels, partis trop tôt. 4 moments où la montagne, l'arène glacée du sport, est devenue un tombeau. D'abord, Ulrike Uli Meyer, la skieuse autrichienne au sourire éclatant, double championne du monde, emportée en pleine gloire en 1994 lors d'une descente fatale. Puis Sarah Burke, la reine canadienne du freestyle, pionnière et multiple championne des X Games, dont la chute en 2012 bouleversa tout un pays. Ensuite, Nick Zorisik, spécialiste de ski cross, mort sous les yeux des caméras, preuve implacable de la violence de cette discipline. Enfin, Gernot Reinstadler, jeune espoir autrichien, victime en 1991 d'un accident inimaginable sur la piste mythique du Lauberhorn. Leurs histoires ne sont pas de simples accidents. Elles sont des rappels glaçants des risques que prennent ces athlètes pour repousser les limites. Elles incarnent la beauté et la cruauté d'un univers où la quête de gloire se paie parfois du prix le plus lourd, la vie elle-même. Voici les 4 pires décès dans le sport d'hiver jamais enregistrés. Le 29 janvier 1994, à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne, l'univers du ski alpin s'arrêta brutalement. Ce jour-là, sous les yeux du monde entier, Ulrike Uli Meyer, l'une des plus grandes skieuses autrichiennes, trouva une fin tragique qui allait marquer à jamais l'histoire du sport. Née en 1967 à Rory, en Autriche, Uli s'était imposée comme une référence du ski alpin. Double championne du monde de Super G, elle incarnait à la fois la technique, la vitesse et la détermination. À seulement 26 ans, elle était déjà une figure adulée de son pays, admirée non seulement pour ses performances, mais aussi pour son sourire chaleureux et sa personnalité humble. Mère d'une fillette de 4 ans, elle symbolisait la force tranquille d'une championne proche de son public. Ce 29 janvier, il ne s'agissait pas encore des Jeux Olympiques de Lillehammer, prévus 2 semaines plus tard, mais d'une étape de la Coupe du Monde féminine sur la célèbre piste Kandahar. L'atmosphère était électrisante. Des milliers de spectateurs bordaient le tracé, les caméras retransmettaient la course en direct, et la petite Mélanie, la fille d'Uli, était présente pour encourager sa mère. Portant le dossard 32, Uli se lançait dans une discipline qui n'était pas sa spécialité, la descente. Elle n'occupait que la 40 et une place du classement de cette épreuve, mais sa polyvalence lui permettait de briller dans toutes les disciplines alpines. Grâce à ses succès en Super G et en slalom géant, elle se trouvait même à la 4e place du classement général de la Coupe du Monde. Autant dire qu'elle avait toutes les raisons d'aborder cette descente avec confiance.
Dès le départ, sa course fut exemplaire. Sa position aérodynamique, ses appuis précis et son aisance sur la glace impressionnaient. Elle négocia sans faute les passages piégeux qui avaient ralenti d'autres concurrentes plus tôt dans la journée. À plus de 105 km/h, elle filait vers l'arrivée, semblant maîtriser chaque portion de la piste. Le public retenait son souffle, il ne restait que 20 secondes avant la ligne d'arrivée. Puis, en un éclair, tout bascula. Sur un tronçon apparemment facile, son ski droit accrocha une bordure de neige molle. Ce minuscule accroc suffit à la déséquilibrer totalement. Projeté hors de sa trajectoire, Uli percuta de plein fouet un poteau de chronométrage. Le choc fut d'une violence inouïe. Son casque fut arraché, sa nuque se brisa, et son corps roula inerte sur plusieurs mètres avant de s'immobiliser au milieu de la piste. Les secouristes se précipitèrent immédiatement. Sous les yeux horrifiés des spectateurs et de sa propre fille, les médecins tentèrent un massage cardiaque, pratiquèrent la réanimation, puis élitreillèrent la championne vers l'hôpital de Murnau, à une vingtaine de kilomètres. Mais le verdict était sans appel. Fracture des vertèbres cervicales, rupture de l'aorte. Selon le médecin-chef de l'établissement, elle n'avait aucune chance. 2h30 après l'accident, son décès fut officiellement annoncé. La nouvelle bouleversa l'Autriche entière. Le pays venait de perdre l'une de ses étoiles les plus brillantes. Les obsèques à Rory réunirent 5000 personnes dans un village qui n'en comptait que 3000. L'équipe nationale, déjà éprouvée par plusieurs drames récents, sombra dans la stupeur. Pour son compagnon, Hubert Schweighofer, la colère prit le dessus. Il accusa les organisateurs d'avoir failli dans leurs obligations de sécurité. La disparition d'Uli Meyer ne fut pas vaine. Elle suscita une prise de conscience internationale sur la dangerosité du ski alpin et entraîna des réformes importantes concernant la sécurité des pistes et la protection des athlètes. Elle demeure, à ce jour, la seule femme décédée sur une piste de Coupe du Monde, symbole tragique de la fragilité des champions. Son rêve était de prendre sa retraite à la fin de la saison, d'épouser Hubert et de consacrer sa vie à sa fille. Ce rêve s'est brisé sur la neige glacée de Garmisch, mais son héritage perdure. Pour beaucoup, Uli n'est pas seulement une championne disparue trop tôt, elle est le rappel constant que derrière chaque victoire en ski alpin se cache un danger mortel. Le 10 janvier 2012, sur les pentes enneigées de Park City, dans l'Utah, le monde du ski freestyle perdit l'une de ses étoiles les plus brillantes. Sarah Burke, la Canadienne qui avait révolutionné sa discipline, trouva la mort à seulement 29 ans, une disparition brutale qui bouleversa non seulement son pays, mais tout l'univers du sport d'hiver. Sarah Burke n'était pas une athlète comme les autres. Née à Barrie, en Ontario, et élevée à Midland, elle chaussa ses premiers skis à l'âge de 5 ans. Très vite, son talent éclata au grand jour. Elle débuta sur les bosses, puis se tourna vers le ski acrobatique, un domaine encore largement dominé par les hommes. Mais Sarah ne se laissa pas intimider. Avec audace et persévérance, elle s'imposa comme une pionnière. Son palmarès témoigne de sa grandeur. 4 médailles d'or aux Winter X Games, un titre de championne du monde en halfpipe et une influence incomparable dans l'évolution de son sport. Grâce à elle, le halfpipe fut intégré au programme des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en 2014. Sarah ne se contentait pas de participer. Elle transformait le paysage du ski freestyle, ouvrant la voie à une nouvelle génération de skieuses. Ce jour-là, le 10 janvier 2012, elle s'entraînait sur la Super Pipe de Park City, une structure imposante de 6-7 mètres de haut aux parois presque verticales. Les spectateurs et ses proches l'avaient déjà vu réussir des figures spectaculaires, saltos, rotations, enchaînements fluides qui semblaient défier la gravité. Tout portait à croire qu'il s'agissait d'une journée d'entraînement ordinaire. Mais lors d'une figure apparemment banale, un salto arrière, le drame survint. La réception fut légèrement déséquilibrée et sa tête heurta violemment la neige. D'abord, l'accident parut impressionnant mais non dramatique. Sarah parlait encore consciente. Mais quelques instants plus tard, elle s'effondra, victime d'un arrêt cardiaque. Le silence envahit la Super Pipe. Les secours se précipitèrent. Le diagnostic fut terrible. Une artère vertébrale s'était rompue, privant le tronc cérébral d'oxygène. Or, c'est précisément cette zone qui contrôle la respiration et les battements du cœur. Transportée d'urgence à l'hôpital de Salt Lake City, Sarah fut plongée dans un coma artificiel. Pendant 9 jours, ses proches et ses fans du monde entier espérèrent un miracle. Le 19 janvier, l'inévitable se produisit,
Sarah Burke s'éteignit, entourée de sa famille. Son décès plongea le Canada dans le deuil national. Les hommages affluèrent de toutes parts. Peter Judge, directeur de l'Association canadienne de ski acrobatique, déclara « Sarah était plus grande que le sport. Elle représentait la passion, l'inspiration et l'avenir. » Sa disparition fut d'autant plus cruelle qu'elle laissa inachevés des projets immenses. Elle rêvait de concourir aux Jeux Olympiques, de prouver au monde que le ski freestyle féminin pouvait rivaliser en intensité avec celui des hommes. Elle avait encore tant à donner, mais son héritage perdure. Ses cendres furent dispersées dans la half-pipe des Jeux de Sotchi par son entraîneur, un hommage symbolique à celle qui avait tant œuvré pour que cette discipline accède au rang olympique. Aujourd'hui encore, chaque figure exécutée dans un half-pipe porte un peu de son empreinte. Sarah Burke n'était pas seulement une championne, elle était une pionnière, une voix, une inspiration. Son décès rappela tragiquement que, derrière la beauté et la liberté du freestyle, se cachait un danger constant. Mais il rappela aussi qu'une vie, même brève, peut changer un sport à jamais. Le 10 mars 2012, à Grindelwald, en Suisse, l'ambiance électrique d'une épreuve de ski cross de Coupe du Monde allait se transformer en tragédie. Ce jour-là, le Canadien Nick Zorisik, âgé de seulement 29 ans, perdit la vie devant les caméras, rappelant brutalement au monde entier la violence de cette discipline spectaculaire. Né à Sarajevo, en ex-Yougoslavie, en 1983, Nick avait émigré avec sa famille au Canada à l'âge de 5 ans. Son père, Bibi Zorisik, était un entraîneur de ski alpin reconnu en Ontario. Très tôt, Nick se forgea une réputation de skieur talentueux et acharné. Il intégra le circuit de la Coupe du Monde de ski cross en 2009 et, 3 ans plus tard, comptait déjà de belles performances, dont une 2e place en 2011. Le ski cross est une discipline fascinante et redoutée. 4 concurrents s'élancent simultanément sur une piste jonchée de virages relevés, de bosses et de sauts spectaculaires. À près de 100 km/h, les chocs et les contacts sont fréquents et la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Nick connaissait ces risques, mais il les affrontait avec passion et maîtrise. Le 10 mars, il participait à sa 36e course de Coupe du Monde. La piste de Grindelwald était réputée exigeante mais familière pour les athlètes. Le départ fut solide. Nick se maintint dans le groupe de tête, négocia les premiers sauts et les courbes avec assurance. À l'approche du dernier saut, il se battait encore pour une place honorable. Puis survint l'inattendu. À environ 97 km/h, Nick prit son envol, mais son saut fut légèrement trop long et décalé. Au lieu d'atterrir dans la zone prévue, il dévia vers la droite et percuta de plein fouet le filet de sécurité. Le choc fut d'une intensité terrible. Devant un public médusé, son corps s'affaissa immédiatement. Les secours se précipitèrent, mais il était déjà trop tard. Nick avait subi de graves traumatismes crâniens. Son décès fut constaté peu après, laissant les spectateurs et ses proches dans une stupeur glaciale. La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans le monde du ski. Nick n'était pas seulement un athlète prometteur, il était aussi connu pour sa gentillesse et son esprit combatif. Max Gartner, président d'Alpine Canada, déclara « Nick était un athlète exemplaire, passionné et talentueux. Son décès est une perte immense pour notre sport et pour tous ceux qui l'ont connu. » Très vite, des voix s'élevèrent pour questionner la sécurité des épreuves de ski cross. Sa famille, bouleversée, affirma que sa mort aurait pu être évitée. Pourtant, la police suisse conclut à un simple accident sportif. 2 ans plus tard, dans une lettre adressée à ses parents, la Fédération internationale de ski, FIS, reconnut la valeur de Nick, affirmant qu'il n'avait pris aucun risque inutile. La FIS annonça également un renforcement des règles de sécurité. Plus grande distance entre les poteaux et les filets, interdiction des obstacles massifs trop proches de la ligne d'arrivée et amélioration de la conception des pistes. Pour perpétuer sa mémoire, la famille créa la Nick Zorisik Foundation, dédiée à la promotion de la sécurité dans le ski de compétition. La FIS s'engagea à soutenir cette fondation à hauteur de 250 000 $ sur 5 ans. L'objectif était clair, éviter qu'un autre athlète ne subisse le même sort que Nick. Lors des Jeux Olympiques de Sotchi, en 2014, l'équipe canadienne de ski cross porta des pantalons de ski au look jeans, en hommage à Nick, qui était célèbre pour ce style vestimentaire. Un geste symbolique pour rappeler que, derrière chaque concurrent casqué et bardé de protection, il y a une personne avec une histoire, une famille et des rêves.
La mort de Nick Zoricic demeure l'un des drames les plus marquants du ski cross. Elle illustre à quel point cette discipline, spectaculaire et populaire, reste dangereuse malgré les précautions. Son héritage continue à travers les réformes qu'il a inspirées et la fondation qui porte son nom. À seulement 29 ans, Nick est devenu le symbole d'une passion poussée à l'extrême, là où la quête de vitesse et de gloire se heurte à la réalité implacable du risque. Le 18 janvier 1991, le monde du ski alpin perdit l'un de ses plus grands espoirs. Ce jour-là, à Wengen, en Suisse, lors des qualifications pour la légendaire descente du Loberhorn, le jeune Autrichien Gernot Reinstadler, âgé de seulement 20 ans, trouva la mort dans des circonstances d'une violence inimaginable. Né le 24 août 1970 à Sils, dans le Tyrol, Gernot était considéré comme l'un des futurs piliers de l'équipe autrichienne. Dès son adolescence, il avait accumulé les succès. 3 médailles lors des compétitions juniors nationales, des participations remarquées aux championnats du monde junior de 1988 et 1989, et une réputation grandissante comme descendeur audacieux et talentueux. Dans un pays où le ski est presque une religion, il représentait l'avenir, l'espoir d'une nouvelle génération de champions. Le Loberhorn est réputé pour être la piste de descente la plus longue et la plus exigeante du circuit de la Coupe du Monde. Avec ses 4-5 km et ses vitesses dépassant les 160 km/h, elle est redoutée même des vétérans les plus aguerris. Pour Gernot, les qualifications de janvier 1991 constituaient une chance inestimable de prouver sa valeur et de se hisser parmi les meilleurs. Le jour de la course, l'excitation était à son comble. Gernot portait le dossard 44. Ses coéquipiers se rappelleront plus tard de son enthousiasme débordant au départ, presque excessif pour un si jeune athlète. Pendant plus de 2 minutes, il descendit la piste avec assurance, franchissant les sections techniques avec brio. Tout laissait présager une qualification solide. Mais à quelques secondes de l'arrivée, le drame éclata. À pleine vitesse, alors qu'il s'approchait de la zone finale, Gernot perdit le contrôle et fut projeté contre les filets de sécurité. Ce qui aurait dû le protéger devint son piège mortel. L'un de ses skis resta accroché dans le filet, tandis que son corps continua sa course avec une violence extrême. L'impact fut tel qu'une grande partie de son bassin se brisa. Le choc lacéra son corps au point de presque le sectionner en deux. Les secouristes, horrifiés, se précipitèrent. Gernot fut héliporté à l'hôpital d'Interlaken, où il subit une opération d'urgence qui dura plus de 6 heures. Les médecins tentèrent désespérément de sauver sa vie, multipliant les transfusions sanguines. Mais les blessures étaient trop graves. Peu après minuit, dans la nuit du 19 janvier, le jeune champion succomba. La nouvelle plongea l'Autriche et le monde du ski dans un état de choc profond. Le Loberhorn, théâtre d'exploits mémorables, venait d'engloutir l'avenir d'un prodige. L'organisation annula immédiatement les courses prévues le week-end. Ses coéquipiers, anéantis, rentrèrent en Autriche dans le silence et les larmes. Le décès de Gernot Reinstadler eut un impact immense. Les images de son accident, trop horribles pour être diffusées, restèrent gravées dans les mémoires de ceux qui les avaient vus. La Fédération internationale de ski, FIS, longtemps accusée de négliger la sécurité, fut contrainte d'agir. L'accident provoqua une refonte totale des filets de sécurité. Désormais, ils furent conçus pour absorber le choc et éviter que les skis ne s'y coincent. Ces améliorations, encore utilisées aujourd'hui, ont sans doute sauvé de nombreuses vies. Pour l'Autriche, la perte était immense. Reinstadler représentait plus qu'un simple athlète. Il incarnait la promesse d'un futur champion. Ses coéquipiers et entraîneurs le décrivaient comme travailleur, passionné, toujours prêt à repousser ses limites. Sa mort rappela de la manière la plus brutale possible que le ski alpin, malgré son apparence élégante et majestueuse, demeure l'un des sports les plus dangereux du monde. 30 ans plus tard, le nom de Gernot Reinstadler reste associé à l'un des accidents les plus tragiques du ski alpin. Mais il reste aussi dans les mémoires comme celui qui, par son sacrifice involontaire, permit de rendre ce sport un peu plus sûr pour les générations suivantes. Son héritage est une cicatrice douloureuse, mais aussi une protection durable pour ceux qui osent défier les pentes glacées. Les sports d'hiver nous séduisent par leur beauté, leur intensité et leur capacité à repousser les limites humaines. Mais à travers les histoires d'Ulrich Meyer, de Sarah Burke, de Nick Zoricic et de Gernot Reinstadler, une vérité glaçante apparaît. Derrière chaque médaille, chaque saut et chaque descente vertigineuse se cache un risque mortel.
Ulrich Meyer, double championne du monde, emportée en 1994 devant les caméras, nous rappelle que même les plus grands talents peuvent être fauchés par une fraction de seconde d'erreur. Sarah Burke, pionnière du ski freestyle, disparue en 2012 lors d'un entraînement anodin, a laissé un héritage immense en offrant aux femmes une place dans le halfpipe olympique. Nick Zorisik, spécialiste du ski cross, a trouvé la mort en compétition la même année, démontrant la brutalité de cette discipline où vitesse et chaos cohabitent en permanence. Et enfin, Gernot Reinstadler, jeune prodige autrichien, victime d'un filet de sécurité, défaillant en 1991, dont la disparition a bouleversé les règles de sécurité dans le ski alpin. Ces tragédies ne sont pas seulement des faits divers sportifs, elles sont des leçons, parfois écrites en lettres de sang. Elles nous montrent que les champions ne sont pas invincibles, que la gloire est fragile, et que la frontière entre triomphe et désastre est d'une minceur effrayante. Elles rappellent aussi que le progrès naît souvent de la douleur. Après chaque drame, des réformes, des améliorations techniques et des mesures de sécurité sont mises en place pour éviter que l'histoire ne se répète. Aujourd'hui, les pistes sont mieux protégées, les filets plus résistants, les casques plus performants. Les fédérations internationales investissent dans la prévention et la formation. Mais malgré tout, le risque zéro n'existe pas. Chaque fois qu'un athlète s'élance à pleine vitesse ou défie la gravité dans une figure spectaculaire, il ou elle accepte une part de danger que rien ne peut effacer. C'est précisément cette dualité entre la beauté et la brutalité qui rend ces sports si fascinants. Pour les familles, les coéquipiers et les fans, ces pertes restent des cicatrices ouvertes. La petite fille d'Ulrich Meyer, les proches de Sarah Burke, les parents de Nick Zorisik et toute une nation derrière Gernot Reinstadler ont dû affronter l'inacceptable, voir un rêve se briser en direct, voir une vie s'éteindre trop tôt. Mais leur mémoire continue de vivre. Uli est célébrée en Autriche comme une héroïne dont le sourire illumine encore les souvenirs. Sarah est devenue l'icône éternelle du freestyle, ses cendres reposant symboliquement dans le halfpipe olympique. Nick est honoré par une fondation qui œuvre pour sauver d'autres vies. Gernot est inscrit dans l'histoire comme celui dont la mort a permis d'améliorer la sécurité de tous. Chacun d'eux, à sa manière, a transformé la douleur en héritage. Ces histoires sont là pour nous rappeler que le sport, au-delà des podiums et des victoires, est avant tout une aventure humaine, fragile et précieuse. Elle nous invite à admirer les athlètes pour leur courage, mais aussi à respecter la dure réalité des risques qu'ils affrontent. Et si vous pensez que ces tragédies sont les plus sombres que le sport ait connues, détrompez-vous, car au-delà des montagnes et de la neige, d'autres histoires encore plus effroyables existent. Dans notre prochaine vidéo, nous plongerons dans l'univers des records du monde les plus morbides, des tentatives insensées qui ont coûté la vie à leurs protagonistes dans des circonstances choquantes. Les sports d'hiver nous enseignent une vérité universelle. La gloire et le danger sont inséparables. Et c'est être cette dualité, aussi fascinante que terrifiante, qui continue d'attirer des millions de spectateurs à travers le monde.